644e journal de bord, bonjour Jean-Marie Le Pen. Bonjour Laurent. Alors une affaire sortie par Libération, une longue enquête, disent-ils. Ça n'est pas le journal que vous voyez tous les matins, Libé, non. Ça vise Patrick Poivre d'Arvor sur de multiples affaires de harcèlement sexuel et même de viol. Je ne vais pas vous parler de ça parce que c'est une affaire en cours, c'est la justice qui est saisie. Mais cette relation entre hommes et femmes, vous qui avez traversé le siècle, comment l'avez-vous vu depuis la Bretagne jusqu'à aujourd'hui évoluer? Écoutez, nous sommes d'une civilisation chrétienne, à la vérité, où le rôle de la femme a toujours été considérablement respecté. En la personne d'ailleurs de Marie, la mère de Jésus, et par conséquent, dans le couple par exemple Joachim-Marie, Marie est un personnage beaucoup plus important que Joachim. Cela étant, on ne refuse pas le patriarcat, encore qu'il a tendance à vouloir devenir le matriarcat maintenant. Non, il faut respecter la nature. Cela étant, il faut reconnaître que la femme a plus de capacité que les hommes, que l'homme. En effet, elle est à peu près capable de faire tout ce que les hommes font, et en plus, elle fait quelque chose que les hommes sont incapables de faire, c'est-à-dire des enfants. Dans notre société, depuis déjà des siècles, on a trouvé un équilibre, paraît-il, relativement harmonieux. Bien sûr, aux marges, il y a toujours des excès et des débordements, mais la règle générale de notre civilisation, c'est un respect égal entre l'homme et la femme, chacun dans le rôle qui lui a été attribué ou qu'ils se sont attribués dans la famille. Où est la limite entre la séduction et autre chose? Ah, alors là, c'est là où on risque tous les excès de la délation. C'est que, bien sûr, il y a dans le rapport homme-femme un geste plus actif de la part de l'homme que de la femme. Quelles sont les limites de cet effort? C'est le bon goût, à la vérité. Et l'éducation. C'est l'éducation. C'est le respect réciproque des sexes les uns par rapport aux autres. Mais bien sûr, tout cela étant de nature humaine, les passions humaines y ont leur place et leurs débordements aussi. Sur le plan politique et de l'intérêt de la France, vous avez dit il y a 2 ans, je crois, que vous préfériez une paysanne, mère de 6 enfants, même si elle ne maîtrise pas tous les codes sociaux, à une jeune énarque de 35 ans qui n'aura qu'un seul enfant. Oui, parce que le problème de notre pays, ainsi que celui d'ailleurs de notre continent boréal, c'est celui de l'équilibre démographique avec le reste du monde. Nous sommes en état de déficit démographique et par conséquent, selon la physique des liquides, les pays où les gens sont les plus nombreux ont tendance à se déverser dans ceux où ils le sont moins. Et nous sommes évidemment une cible évidente même pas les semaines, dans les mois, dans les jours, dans les semaines, dans les mois qui viennent, nous sommes menacés d'être submergés par le trop-plein, en quelque sorte, si on considère que la population humaine est passée en 50 ans de 2 à près de 8 milliards et qu'elle est en expansion continue, on va se trouver devant des problèmes pratiquement insolubles ou qui ne vont se régler que par des violences de plus en plus extrêmes. Donc c'est la faute des femmes européennes et boréales si nous manquons de population. Ce serait leur responsabilité? Un petit peu. Je pense que c'est une responsabilité commune des couples et de la législation sociale, aussi de l'affaissement des règles religieuses, en particulier de la religion chrétienne, la religion catholique plus précisément. Et il est évident que nous péchons par défaut dans ce domaine et que cet équilibre démographique est vital.
Si nous ne sommes pas capables de le faire respecter, nous serons submergés. Vous savez que le général de Gaulle, parce qu'on parle de féminicide aujourd'hui, mais il arrive parfois que ce soit des femmes qui assassinent leur mari, ou quelqu'un d'autre d'ailleurs. Savez-vous pourquoi le général de Gaulle justifiait le fait qu'il a gracié toutes les femmes condamnées à mort? Non. Il disait « elles ne savent pas ce qu'elles font ». Oui. Comme quoi la misogynie de Charles de Gaulle... Oui, peut-être une conception un petit peu militaire. Peut-être. De la société. C'est vrai. Et c'est vrai que c'est une des activités dans notre civilisation qui n'était pas ouverte aux femmes. Bien qu'il y ait des pilotes de chasse, mais on considérait que le combat physique en particulier devait se faire à l'écart des femmes, compte tenu de la priorité de leur rôle, de la noblesse de leur rôle, c'est-à-dire transmettre la vie, faire des enfants, les élever. Encore un dernier mot sur ce sujet. Vous avez souvent dit, à propos de vos 3 filles, d'abord, vous n'avez vécu que votre mère, vos épouses, vos filles, donc vous êtes environné de femmes, finalement. J'ai vécu dans un monde féminin. En dehors de l'armée, vous n'avez vu que des femmes. C'est vrai. C'est peut-être le moment de noter d'ailleurs que le Front National, et encore aujourd'hui, puisque le Rassemblement National est présidé par une femme, aurait été dans les responsabilités un mouvement incroyablement féminin dans les élections. Nous avons présenté beaucoup de femmes. Oui, c'est vrai. Ceci par un souci d'ailleurs d'équilibre qui me paraissait correspondre comment dirais-je, à l'humanisation de notre vie publique. Lorsque le scrutin majoritaire, après la proportionnelle, a été rétabli, Jacques Chirac, Charles Pasqua, eh bien 2 femmes ont été élues au majoritaire à 2 tours députées. Il s'agissait de Marie-France Tirbois et de Yann Piat. C'est vrai. Donc il n'y en a eu que 2, c'était des femmes. Toutes les 2 disparues, dont l'une d'ailleurs assassinée. Et pour un mouvement réputé viril, c'était pas mal d'assurer ces promotions-là, surtout qu'elles le méritaient par leur qualité. À propos de femmes, Valérie Pécresse, vous croyez à ce décollage dans les sondages pour le Parti républicain? Non, je crois qu'il y a un rapport très proche de l'annonce de la candidature de Mme Pécresse, qui était quand même très minoritaire dans son camp, puisqu'elle ne représentait qu'un quart des militants qui s'étaient prononcés. Bon, je pense que c'est ce phénomène d'actualité qui a promu Mme Pécresse et que dans quelques semaines, on se retrouvera tout naturellement au niveau qui doit être le sien. Alors, on ne sait pas encore, puisque nous enregistrons ce mercredi et ce soir, les Français regarderont, s'ils le souhaitent, la télévision pour une émission du président de la République qui va durer un certain temps, 1 heure, 1 heure et demie, 2 heures, enregistrée il y a déjà une dizaine de jours, et qui intervient dans une campagne présidentielle à laquelle il ne se déclare pas candidat. Est-ce que vous considérez que le président, probablement candidat, tire sur la corde de son avantage? Ah oui, je trouve même qu'il y a un abus très net de la situation et que le président de la République abuse en sous prétexte de concentration ou de communication avec le peuple, en fait, fait sa propagande de candidat. Il est très difficile, c'est vrai, d'être président en place et candidat à une future présidence, mais il y a des règles que le bon sens ou le bon goût devrait imposer à nos dirigeants. Ils l'ont tous fait, non? Plus ou moins. Oui, ben, ce qui prouve que la nature n'est pas parfaite. S'agissant maintenant d'un problème international, je voudrais quand même peut-être insister un petit peu dans le cadre du président de la République, parce qu'il n'y a pas que la télévision qui le sert, il y a aussi le chéquier français. Vous aurez noté depuis quelques mois à quel point les distributions catégorielles s'amplifient, à un moment où l'endettement de la France, dû en particulier au Covid, mais pas seulement, est au maximum. Alors cette distribution de bonbons aux catégories françaises, en même temps que l'abus, il est possible là qu'on franchisse quand même une limite qui n'a pas tellement de précédents. Quand on regarde les précédents présidents... Oui, il y a incontestablement une dégradation de la moralité et de la vie publique. C'est sûr que les gouvernements s'autorisent des facilités qui ne sont pas ouvertes à leurs concurrents et que ceci peut déséquilibrer gravement la République et la démocratie.
Cette semaine, il s'est produit un référendum, loin de chez nous, puisque c'est aux Antipodes, en Nouvelle-Calédonie, où il était question d'autodétermination. Il y a encore 2 mois, certains de nos amis experts de la question néo-calédonienne s'inquiétaient du résultat de ce référendum et du départ possible de la Nouvelle-Calédonie de l'ensemble français. Et puis, le FLNKS, les indépendantistes, décident de boycotter le scrutin, semble-t-il afin d'en dévaloriser le résultat, et la Calédonie reste française. Un commentaire ? Mais est-ce que ça n'est pas le souhait secret des indépendantistes ? C'est-à-dire d'apparaître comme d'irréductibles adversaires de la présence française, mais craignant par-dessus tout que celle-ci cesse, et que la responsabilité de cet ensemble, de cet archipel, leur incombe, alors que très évidemment, dans la plupart du cas, ils ne sont pas capables de l'assumer. Alors je crois que, félicitons-nous, il y a eu une élection, un certain nombre de forces n'ont pas voulu y participer, c'est leur droit, mais c'est aussi le droit des autres de considérer que le scrutin ayant eu lieu, son résultat s'impose à tous. Alors dans l'ensemble français va commencer maintenant une discussion pour déterminer les limites de l'autonomie de la Nouvelle-Calédonie avec un nouveau statut, puisqu'il n'y aura plus, en application des accords de Nouméa qui datent de 1989, de nouveaux référendums. Oui, il y en a eu 3. Alors à moins C'était les accords. Oui, d'accord, mais à moins d'admettre qu'il y aura un référendum annuel ou bisannuel, non, c'est insupportable. Il est bien évident que la Nouvelle-Calédonie a besoin de stabilité. Son éloignement, évidemment, pose des problèmes qui justifient l'autonomie qui lui a été accordée, qui me semble tout à fait souhaitable. À condition où elle ne met pas en cause la souveraineté de la France sur le plan international. Donc tous les moyens sont possibles, il suffit de trouver un accord général qui soit à l'écoute de, en tous les cas, le fait de l'immense majorité de la population. On renforce les moyens militaires là-bas par les voies navales, par exemple, puisqu'il existe déjà une installation navale de la flotte française en Nouvelle-Calédonie. Est-ce que vous êtes favorable, compte tenu de l'environnement international, à ce que nous appuyions cette présence française militaire, navale, en Nouvelle-Calédonie ? À mon avis, cela va sans dire. Si la Nouvelle-Calédonie est un pays qui relève de la souveraineté française, et c'est le cas, il est bien évident que les conséquences militaires qui doivent en être tirées peuvent l'être, bien sûr. D'autant qu'il s'agit quand même d'un espace immense qui est le Sud-Pacifique et un ensemble de populations considérables. Et je pense que la France a le devoir, non seulement le droit, mais le devoir de s'y maintenir. Petit rappel, grâce à la Nouvelle-Calédonie et à l'ensemble de ce qu'on appelle de manière désagréable les confettis de l'Empire, nous sommes la 2e puissance maritime du monde, en espace. Oui, oui. Alors on fait, bien sûr, on tire des plans sur la comète, sur l'exploitation des fonds marins. Bien sûr, il y a d'immenses ressources, mais dont les procédés d'exploitation ne sont pas aussi simples que cela. Cela dit, c'est une chance qui est c'est une carte de chance qui est dans le jeu de la France, et par conséquent, elle a le droit et le devoir de s'en servir. Alors, des lectures qui arrivent, mais elles viennent d'arriver, donc vous n'avez pas encore eu le temps, et il n'y a que des amis dans cette livraison. À commencer par Fernand Le Rachinel, Mes 4 vérités, nouvelle production de l'ami Le Rachinel. Je dois dire que le livre est arrivé hier matin. Par conséquent, je n'ai pas pu le lire, ni même le survoler. Mais je fais confiance à notre ami Le Rachinel, qui, je le rappelle, a été le premier conseiller général élu à rejoindre publiquement le Front National, et qui s'est révélé depuis un élément tout à fait positif de la vie politique du Front et de ce qui a suivi. Il était imprimeur. Ensuite, il a fait une très belle carrière d'hôtelier. Et le voilà maintenant à la retraite. Et il trouve le moyen magnifique de faire un énorme livre. D'ailleurs, je considère que les gens ont tendance à faire des livres de plus en plus gros. Par conséquent, de plus en plus difficiles à lire. Et je me demande même
comment font les lecteurs pour se tenir au rythme des éditeurs. Il y a peu d'éditeurs qui font faillite, donc il doit y avoir une explication. Alors que des auteurs sont ruinés, les éditeurs jamais. Il y a un truc. Sûrement. Mais vous avez vous-même été éditeur de musique. Vous devez connaître le truc. J'ai été éditeur de disques. Oui, et même de quelques livres. Édition, il y avait profession éditeur à une époque, pas seulement député ou homme éditeur, mais politique. j'ai surtout été un éditeur phonographique, beaucoup plus qu'un éditeur littéraire. Et puis alors là, évidemment, la grande aventure avec Dominique Hérulin, 2 tomes, La grande piste, l'histoire de sa vie. Alors parlons d'Hérulin, parce que ça... Hérulin, c'est en quelque sorte une saga, puisque je crois qu'il est mort un colonel Hérulin à peu près dans chacune des guerres que la France a faites depuis le 19e siècle. Et Dominique est un personnage d'exception, il faut le dire, qu'il ait survécu à l'ensemble des épreuves qu'il a subies, et qu'il décrit d'ailleurs dans un livre précédent qui s'appelle Gibier d'État. Et il a été traqué, on peut dire, et jusqu'ici, il a survécu, ce qui est quand même la première des règles de la vie, c'est de survivre. Bon, il s'est battu. Ce n'est pas quelqu'un qui a survécu en fuyant, bien qu'il est aux trousses les polices de l'État pour essayer de mettre la main dessus, et créant d'ailleurs sa vie, érigeant sa vie en légende, véritablement. Et Dominique Hérulin est une légende, et la lecture de sa vie sera certainement extrêmement instructive et agréable à lire, je dois le dire, parce que la vie est pleine d'épisodes fantastiques. Et je dois dire d'avoir aujourd'hui à présenter les livres de 2 amis prouve bien à la fois la capacité des gens du Front National à commettre, si j'ose dire, le délit d'écriture, mais la capacité aussi d'essayer de faire comprendre les problèmes qui se sont posés et qui se posent encore à nous et qui se poseront demain si la France a la chance de pouvoir continuer d'exister. Si je crois me souvenir à propos de Dominique Hérulin, il a même décroché un titre mondial sportif, comme lutteur, je crois. Vous vous souvenez ? Il a surtout été un spécialiste du vol à voile, enfin, comment ça s'appelle Le parapente. Parapente, c'est ça. Et il a d'ailleurs été très grièvement blessé, et il faut dire qu'il a un grand mérite d'avoir survécu, parce qu'il n'a pas survécu sans difficulté. Merci Jean-Marie Le Pen. La semaine prochaine, ce sera le 22 décembre, vous retrouverez Marie Derbès et Alexandre Simoneau. Juste avant Noël. Et votre encadrement plus catholique qu'il ne l'est naturellement avec les protestants que sont votre épouse et moi-même. Nous serons là, mais discrets. Timeo Danao, c'est Dona Ferrantes. Merci Jean-Marie Le Pen. À la semaine prochaine.